Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? On fait pas chier. On essaye? Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans Retour à l'écran Formule Express. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui me tient à cœur et que j'aimerais contribuer à réhabiliter. Il s'agit de Blue Steel, un polar urbain trempé dans l'acier, traversé par la fureur, le doute et le sang. Un film qui, sur le papier, aurait pu ressembler à un thriller de plus, un produit calibré de fin de décennie entre deux buddy movies interchangeables. Et pourtant, Blue Steel n'est pas là pour rassurer, il est là pour trancher. Il est là pour regarder fixement dans les yeux les zones troubles du pouvoir, de la peur et de la violence. Tu comprends, j'aime bien frapper la tête des gens contre les murs. Aujourd'hui, on revient ensemble sur les coulisses d'un film à la fois radical et méconnu. Un film où une jeune policière découvre que l'uniforme ne suffit pas à la protéger. Un film qui transforme la métropole en arène mentale et surtout, un film qui marque un tournant dans la carrière d'une cinéaste hors norme, Kathryn Bigelow. Meghan Turner, jeune recrue fraîchement diplômée de l'Académie de police de New York, abat un braqueur lors de sa toute première intervention. Mais l'arme du criminel disparaît, ramassée par un des otages, Eugene Hunt, un trader en costard-cravate que ce choc va faire basculer dans la folie. Désormais en possession de l'arme, il se met à tuer en signant ses crimes du nom de Meghan. Tandis que tout le monde doute d'elle, Hunt s'immisce dans sa vie, la suit, la harcèle, jusqu'au face-à-face final. Ce n'est que le début. Ne t'inquiète pas. Tu as l'air inquiet. Kathryn Bigelow naît en 1951. Elle étudie la peinture avant de plonger dans le cinéma. Elle s'intéresse très tôt aux formes codifiées, au genre populaire. En 1981, elle signe The Loveless, puis Near Dark, Blue Steel, Point Break et Strange Days. En 2009, elle devient la première femme à remporter l'Oscar du meilleur réalisateur avec Des mineurs. J'ai vu cette lumière en toi. Ma lumière. Au supermarché. Eugène, je ne t'ai pas rencontré dans un supermarché. Tu as tué cet homme sans même cligner tes yeux. Bigelow n'a jamais cessé de réfléchir au lien entre forme et violence. Elle filme la peur comme d'autres filment le désir. Et dans Blue Steel, ce lien est total. Chaque coup de feu est une déclaration, chaque regard un soupçon, chaque silence un cri. Elle explique d'ailleurs sa vision du genre en interview. Je ne vois aucune raison pour laquelle une femme, culturellement ou biologiquement, ne pourrait pas être attirée par la technologie, la puissance ou un impact visuel fort. Et inversement, je ne vois aucune raison pour laquelle un homme ne serait pas capable de créer des œuvres extrêmement sensibles et émotionnelles. Donc non, je ne peux pas adhérer à ces clichés. Nous sommes à la fin des années 80. Kathryn Bigelow, 38 ans, est déjà un nom à suivre. Issue des Beaux-Arts, passée par Columbia, elle est fascinée par les genres populaires. Le western, le film de vampire ou même le polar. En 1987, elle a réalisé Near Dark, un mélange réussi entre road movie et horreur. Le film fait du bruit dans les cercles cinéphiles. Son style est à la fois brut, graphique et félin. Vous savez, il n'y a aucune chance que ce soit moi. C'est vrai. Ça pourrait être Augustin, notre octogénaire. Peut-être que cette perverse se shoot à l'oxygène, mais j'en doute. Elle s'associe alors avec un scénariste tout aussi radical, Eric Red. Lui aussi sort de Near Dark, qu'il a coécrit. Mais on le connaît surtout pour The Hitcher, ce cauchemar asphalté où Rutger Hauer joue un autostoppeur démoniaque. Red a une obsession, les prédateurs sans cause, les figures du mal pur. Il dit de Blue Steel que c'est une version féminine de The Hitcher. Qu'est-ce que vous me voulez? Je veux que tu m'en empêches. Le pitch de Blue Steel intéresse rapidement Oliver Stone. En 1987, Stone a déjà réalisé Platoon et Wall Street. Il est au sommet de sa carrière, enchaîne les succès et veut produire le film de Bigelow. Il fait équipe avec Edward R. Pressman, producteur de Badlands, Conan le Barbare ou encore Wall Street. Le duo pèse lourd. Je sens qu'on va faire une sacrée équipe tous les deux. Le film doit sortir chez Vestron Pictures, mais le studio s'écroule. Mais MGM rachète les droits, le projet est donc sauvé. Avec un budget estimé à 7 millions de dollars, Blue Steel reste un film modeste à l'échelle d'Hollywood. Mais pour Kathryn Bigelow, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité de contrôle. Pas de star au cachet astronomique, pas de producteur étouffant,
pas de studio imposant une formule. Elle peut tourner en décor naturel à New York, elle peut expérimenter et surtout, elle peut garder sa fin. Ce budget moyen est aussi ce qui place le film entre deux mondes. Pas tout à fait une série B, mais pas tout à fait un blockbuster. Il flotte dans une zone de tension, à l'image de son héroïne. Ni confortable, ni formaté, mais libre. Vous avez truffé de balles un individu présumé armé, Turner. J'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être eu réaction excessive de votre part. La production est lancée, il est temps de trouver un casting. Jamie Lee Curtis est choisie pour incarner Megan Turner. Elle sort de comédies comme Un poisson nommé Vanda, mais reste évidemment liée à son rôle de Laurie Strode dans Halloween. Elle a grandi entre les thrillers et les comédies. Bigelow la veut pour sa capacité à être forte et brisée à la fois. Jamie Lee Curtis hésite à quitter son image sexy ou drôle pour aller vers un personnage dur et vulnérable. Mais elle finit par se laisser convaincre. Et puis, anecdote, Curtis avait réellement envisagé de devenir policière avant d'être actrice. Elle était donc tout indiquée. Seulement 24 heures dans la police et elle a déjà flingué un petit braqueur à la manque. Et 24 heures plus tard, elle n'est plus dans la police. Pour se préparer, elle passe plusieurs semaines à l'Académie de police de New York, y compris en formation de tir. Elle évoque son admiration pour les femmes flics dans le making-of du film. J'étais vraiment fascinée par cet univers et par les femmes détectives. Les femmes flics avec qui j'ai passé du temps, elles ont littéralement brisé mes préjugés. Cette idée cynique que l'autorité n'est qu'un rouage du système, quand je passais du temps avec elles, ce qui me frappait, c'était leur noblesse, leur force incroyable. Clancy Brown, qui incarne son supérieur, suit quant à lui une brigade d'homicide pendant 2 semaines. Il est déjà une figure reconnaissable, même si son nom n'est pas encore connu du grand public, à part pour un rôle dans Highlander. Le rôle du tueur Eugene Hunt est confié à Ron Silver, que le public connaît surtout pour Ennemi ou L'Emprise. D'autres noms avaient circulé. Wilhelm von Homburg, qui jouait Vigo dans Ghostbusters 2, et un certain Jeff Cobber. Aucun n'était disponible, Silver s'empare du personnage, littéralement. Merci beaucoup, j'ai passé une excellente soirée. J'espère qu'on se reverra. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Le tournage commence le 22 août 1988 à New York. Bigelow s'attache à filmer une ville hostile, froide et impassible. Elle refuse tout naturalisme. Elle travaille avec le chef-op Amir Mokri, futur caméraman de Man of Steel. Il s'efforce de cadrer les armes en gros plans. Il stylise les ruelles, déforme la réalité. Bigelow lui demande d'utiliser pour cela un objectif tubulaire Innovision optique, une lentille très spécifique conçue pour des travelling ultra serrés dans des espaces restreints. Ce type d'optique, rare à l'époque, permet littéralement d'entrer dans des objets. Ici, le canon du revolver. L'idée est de suivre la balle dans la chambre jusqu'à la sortie du canon, dans un travelling qui s'arrête pile sur la pointe du projectile, prêt à être tiré. Ce plan n'apparaît pas dans le film final, il est coupé au montage, probablement jugé trop conceptuel, trop intrusif, ou peut-être trop visible dans son intention. Mais ce qu'il raconte, lui, reste présent partout dans le film. Catherine Bigelow le dit elle-même, elle a été inspirée par un clip de Huey Lewis and the News, Hip to be Square, sorti en 1986. Tu aimes Huey Lewis and the News ? Dans ce clip, un travelling spectaculaire plonge dans un instrument de musique avec la même logique tubulaire. Elle fait rechercher le modèle exact de lentille utilisé dans le clip pour reproduire l'effet, mais cette fois sur une arme. Mais elle ne fait pas ça pour l'esthétique, mais pour la sensation de pénétration du regard. Bigelow explique son intention de ne pas styliser la violence gratuitement. Il est très important pour moi que la violence ne soit ni gratuite, ni complaisante. Je ne veux pas mettre des personnages dans des situations violentes juste pour le plaisir de montrer de la violence. Ce que Catherine Bigelow veut filmer, ce n'est pas un affrontement spectaculaire, c'est un duel de regards, un face-à-face qui prend son temps, qui s'écoute, qui se guette. Elle cite ouvertement Sergio Leone comme une influence dans la façon de construire ces scènes de confrontation entre Megan et Eugene Hunt. On pense à Il était une fois dans l'Ouest, à Pour une poignée de dollars, à ces silences chargés où les regards pèsent plus lourd que les armes. Tu auras un western pour le petit déjeuner. Bigelow ralentit le temps, dilate les secondes, isole ses personnages dans l'espace. Gros plan sur les yeux, zoom progressif, respiration coupée. Elle filme la tension comme une matière vivante. Et dans ces moments suspendus, l'arme devient presque secondaire. Ce n'est plus le tir qui importe, mais le moment juste avant.
Vous avez tué le mari, mais la femme vous a descendu, Turner. Sur le terrain, il vaut mieux avoir des yeux derrière la tête. Le montage dure plusieurs mois. Bigelow taille dans le gras. Certaines scènes sont raccourcies, d'autres supprimées, comme celle où Megan tire dans une scène finale complètement nue. C'était pourtant écrit dans le script, mais Jamie Lee Curtis refuse net. Tout le monde regarderait ma poitrine au lieu de la scène. La scène est donc supprimée et Megan finit en uniforme volé, mais l'énergie reste intacte. Alors là, la pute sort du fil et une aiguille et le recoue. Tu sais quoi? Elle lui recoue la bite à l'envers. Le montage est terminé, il faut désormais une musique. Bigelow fait appel à Brad Fiedel, compositeur de Terminator du grand James Cameron, qui est nul autre que le compagnon de Catherine Bigelow à l'époque. Fiedel conçoit une bande-son électronique étouffante. Pas de mélodie, juste une tension, un battement sourd, des nappes synthétiques oppressantes. La musique n'illustre pas, elle sert, elle enserre même. Elle remplace la respiration du spectateur. Le film sort en 1990. Il ne marche pas. Trop noir, trop bizarre. Certains critiques s'agacent du scénario jugé invraisemblable, d'autres encensent la mise en scène, la performance de Curtis et l'approche sensorielle. En Allemagne, le film est vendu comme un film d'Oliver Stone. En France, la presse est divisée. Mais avec le temps, Blue Steel devient un objet d'analyse. Polar féministe, thriller psychosexuel, expérience de cinéma. Il est clair que Blue Steel ne fait pas l'unanimité. Il est présenté en avant-première au festival de Sundance, mais reçoit un accueil plutôt tiède. Certains critiques américains lui reprochent un style trop appuyé, trop travaillé, trop de forme, pas assez de fond, disent-ils. Allez, dépêchons, prochaine victime. Mais en France, c'est tout l'inverse. Les magazines positifs et surtout Starfix saluent un film radical, esthétique, maîtrisé, qui ose injecter du lyrisme dans un thriller urbain. Un cinéma de genre pensé comme un poème de guerre, disent-ils. Et une œuvre rare qui met une femme au centre du chaos sans la trahir. En France, Blue Steel entre par la grande porte de la cinéphilie, là où les États-Unis hésitent encore à le ranger. Thriller, série B, film de femmes, bref, un objet non identifié. En France, Blue Steel sort bien en salle en avril 90. Mais c'est un échec, à peine 130 000 spectateurs. Aucune promo marquante, aucune affiche culte, presque pas de traces. Alors très vite, il disparaît, et c'est la VHS qui prend le relais. Le film circule de main en main, dans les étagères des vidéoclubs, parfois entre deux Stallone et un Van Damme. Mais il marque, il trouble. C'est dans ce circuit parallèle, cette zone grise du cinéma de genre, que Blue Steel acquiert son statut culte. Il devient un film qu'on découvre par hasard, qu'on recommande entre passionnés, qu'on ne comprend pas tout de suite, mais qu'on n'oublie pas. Un film trop ambitieux pour le système, trop singulier pour le succès, mais parfaitement taillé pour durer. Entre un maniac cop et un cobra, on découvre Blue Steel comme un secret partagé. Il devient culte, mais en sourdine. C'est un piège, cette fille est une salope. Je suis convaincue que Monsieur Hunt est responsable des récents meurtres qui ont eu lieu dans la ville. Convaincu. On n'enferme pas quelqu'un sur une Attendez, conviction, c'est une je blague. le sais. Bon, elle est douée, hein. Où vous l'avez trouvée, celle-là? Aujourd'hui, Blue Steel est reconnu comme un des films fondateurs du regard féminin dans le genre. Dans les jeux de lumière, les contre-jours métalliques, les bleus durs, les rouges intenses, on retrouve quelque chose des codes visuels de Cameron à l'époque d'Aliens. Et surtout, cette figure centrale, celle de la femme forte dans un monde d'hommes, devient un écho, une sœur d'armes à Ellen Ripley. On me retrouve avec une saloperie de flic en guise de fille. Visuellement, Blue Steel s'inscrit dans une certaine tradition urbaine du cinéma américain des années 80, où la ville devient un personnage à part entière, hostile, électrique et paranoïaque. On pense forcément à Walter Hill, à ses rues de bitume luisant, à ses héros muets, tendus comme des arcs, dans des films comme The Warrior, Street of Fire, 48 heures, etc. La ville chez Hill, c'est une arène. Chez Bigelow, c'est un piège. On pense aussi à Michael Mann pour sa manière de filmer la nuit, le métal, la solitude, dans les films comme Le Solitaire ou Manhunter. Il y a chez Bigelow une même obsession de la texture, de la surface brillante qui cache la fêlure. Et si l'on reste à New York, difficile de ne pas citer Abel Ferrara, l'autre grand metteur en scène du chaos urbain. Dans Bad Lieutenant, la ville devient le reflet d'une âme fracturée. Alors Bigelow ne va pas aussi loin dans la décadence, mais elle partage avec Ferrara ce regard sensuel et violent. J'aurais jamais dû vous mettre dans cette situation. Hé Megan, tout va bien. Dans Blue Steel, les couloirs déserts, les reflets dans les vitres, les néons rouges et bleus, tout respire cette filiation. Et pourtant, Bigelow ne copie pas, elle réfracte.
Elle prend ses codes masculins, ses tropes du polar et de la série B, et les filtre à travers une sensibilité féminine, frontale, presque tactile. Alors, il n'est jamais cité explicitement par Bigelow, mais impossible de ne pas penser à Brian De Palma en regardant Blue Steel. Comme dans Blowout ou Body Double, tout est une affaire de regard, de femmes observées, de caméras qui épient, de cadres qui piègent. Mais là où De Palma adopte souvent une posture ludique, presque baroque, Bigelow choisit la frontalité, le dérèglement. Son cinéma ne dénonce pas le voyeurisme, il le fait ressentir physiquement. Et puis il y a aussi ce goût pour la violence stylisée, cette tension presque fétichiste entre le beau et le brutal. Chez De Palma comme chez Bigelow, on trouve cette même envie de filmer la terreur avec élégance. À première vue, Blue Steel pourrait être perçu comme un simple thriller policier, presque un slasher urbain camouflé, une flic débutante traquée par un tueur psychopathe. Mais très vite, le film se met à regarder ailleurs. Et ce qu'il regarde, ce n'est pas tant le crime que le regard lui-même. Jamie Lee Curtis évoque sa vision du personnage en interview. Ce que j'aimais tant dans cette histoire, c'est qu'on part d'une jeune femme idéaliste, presque naïve, les yeux brillants, pleine d'illusions sur le métier de flic, et qu'on la jette dans les pires situations possibles en une semaine. Et on la voit évoluer, passer de cette forme d'innocence à une personnalité déterminée, habitée. Le film est une réflexion sur la manière dont une femme est perçue quand elle porte une arme, sur ce que cela change dans le regard que les autres hommes, institutions et médias posent sur elle, et sur ce que cela change dans le regard qu'elle pose sur elle-même. Catherine Bigelow insiste dans plusieurs interviews. Elle ne veut pas d'une héroïne badass stéréotypée. Meghan Turner n'est pas une Lara Croft en uniforme. C'est une jeune flic, fragile, en quête de reconnaissance, confrontée à une violence extrême et à l'incrédulité de tout un système qui refuse de la croire. Ce que vous direz Tu ne vois pas encore. pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Ça viendra. Vous avez le droit de faire appel à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens d'en payer un, l'État en Je te commettra un connais d'office mieux pour que vous tu ne te assister. connais toi-même. Blue Steel n'est pas tant un film sur la chasse d'un tueur que sur la façon dont une femme doit se battre pour qu'on croie qu'elle est victime, puis pour qu'on la reconnaisse comme légitime à riposter. Le tueur, Eugene Hunt, est à ce titre une figure presque allégorique. C'est le regard masculin devenu obsession, devenu fantasme armé, devenu punition même. Il voit en Meghan non pas une personne, mais un symbole, une femme en uniforme, donc dangereuse, donc fascinante, donc à contrôler. La violence qu'il exerce est à la fois sexuelle, psychologique et symbolique. Il veut l'humilier, la priver de sa parole, la retransformer en objet. Et plus Meghan résiste, plus il se sent exister. Il tue pour elle, comme une manière perverse de dire « Regarde ce que tu as fait de moi ». Il n'a pas tiré le premier? Non, je lui ai demandé de lâcher son revolver. Il ne l'a pas fait, il l'a pointé dans ma direction. À quelle vitesse? Comment ? Quand je découvre Blue Steel, je sais dès les premiers plans que je vais assister à une expérience inoubliable. J'ai pris une claque incroyable, je me suis retrouvé comme quand j'étais petit devant Cobra avec Stallone, sauf que cette fois, y a du fond. Hey, ordure. T'es un tireur à la con. Blue Steel n'est pas un film simple, c'est un film de conflit, entre la justice et l'image, entre l'arme et le regard, entre l'intérieur et l'extérieur. C'est un polar, oui, mais un polar à l'envers, un film qui nous parle encore 30 ans plus tard du droit d'être forte, fragile et armée. Aujourd'hui encore, Blue Steel reste difficile d'accès, surtout en France. Il n'existe pas d'édition Blu-ray française, même en 2025. Pas de remasterisation officielle, pas de restauration 4K, pas de coffret collector. L'édition la plus complète à ce jour vient des États-Unis chez Shout Factory. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Retour à l'écran express. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les coulisses du cinéma. En attendant, vous pouvez retrouver nos épisodes sur les plateformes de podcast. Alors à très vite. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.